Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à cette conférence introductive au Printemps des Sciences 2018. Les polymères, voilà qui fut bien une révolution impressionnante du XXe siècle, avec des applications remarquables dans beaucoup de domaines que nous rencontrons tous les jours. On n'imagine pas la vie sans les plastiques, sans les polymères, dans le domaine des matériaux, dans le domaine biomédical. Mais évidemment, la relation entre science, entre progrès scientifique et société, entre progrès scientifique et environnement n'est jamais simple. Et toute médaille a son revers, et ce revers, c'est entre autres un nouveau continent, en plein milieu du Pacifique, un continent dont le paysage n'est pas nécessairement particulièrement séduisant. Et pour nous permettre d'y voir plus clair dans ce problème délicat, nous avons le plaisir de recevoir ce soir deux spécialistes, une spécialiste des océans, et un spécialiste de la chimie des polymères. Krishna Das pour l'océanologie et Philippe Lecomte comme chimiste pour la chimie des polymères. Alors Krishna Das travaille dans le domaine de l'évaluation des réponses biochimiques et physiologiques des vertébrés marins exposés à différents polluants organiques et inorganiques, et donc c'est vraiment le sujet qui va être abordé ce soir. Quant à Philippe Lecomte, c'est un spécialiste de la chimie des polymères, de la synthèse de biopolymères, polymères compatibles, polymères biosourcés, donc vous voyez que le mot bio ressort là également. Et je les remercie l'une et l'autre d'avoir accepté de venir nous présenter ce sujet ce soir, de venir nous aider à y comprendre un peu plus et à pouvoir faire la part des choses. Merci beaucoup. Et voilà, merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de ma présentation, avant de savoir quelle est la problématique des polymères dans le domaine des océans, je vais d'abord essayer de répondre à une série de questions qui seront au cœur de ma présentation. Donc, je vais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas exactement, en quoi consiste un matériau plastique, et plus particulièrement un bioplastique, en insistant sur le mot bio. Parce que souvent, on entend ce mot dans la vie quotidienne sans savoir du tout ce que cela veut dire et ce que cela implique. Alors, comment les plastiques sont-ils produits? En quelle quantité? Quelle est leur utilité? Pourquoi a-t-on besoin de plastique? Peut-on s'en séparer ou pas? Quel est leur impact sur l'environnement? Vu la présentation, là, c'est assez évident. Et donc, en termes d'impact sur l'environnement, quel est leur impact positif, c'est-à-dire en quoi peuvent-ils être utiles pour améliorer les technologies, pour qu'elles soient plus respectueuses de l'environnement? Et finalement, que se passe-t-il avec les plastiques à leur fin de vie? Et donc, plus particulièrement aujourd'hui, on verra quelle est leur fin de vie dans le domaine des océans, ce qui sera plus particulièrement donc décrit par Krishna dans la seconde partie de ce séminaire. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un plastique? Tout simplement, les matériaux sont constitués à la base de molécules. Ça, c'est la base de la chimie. Et dans le cas des plastiques, les molécules ont la particularité simplement d'être très longues. Donc, ce sont des chaînes. Et donc, quelque part, ces molécules se comportent un peu comme des spaghettis. C'est la même chose. Et comme des spaghettis, les molécules, de la même manière, peuvent s'emmêler les unes dans les autres. Et c'est en s'emmêlant comme des spaghettis dans un plat qu'on obtient quelque part un matériau qui a des propriétés mécaniques. Et c'est cette propriété que l'on exploite de manière à pouvoir, à partir de ces molécules, obtenir divers matériaux, tels que par exemple un verre en plastique. Alors ce verre appartient à la famille de ce que l'on appelle des thermoplastiques. Alors ça veut dire quoi thermoplastique? Simplement, ça veut dire que si vous chauffez le verre, vous pouvez le ramollir. Et en le ramollissant, vous pouvez, par exemple, remouler une seconde fois et donc donner une seconde vie au plastique. Et donc ça, évidemment, c'est intéressant en termes environnementaux puisque vous pouvez réutiliser le matériau à plusieurs reprises. Alors, vous pouvez aussi confectionner des films qui sont particulièrement populaires dans le domaine de l'emballage. Alors, vous avez des polymères qui sont plutôt des caoutchoucs. Et vous voyez à ce moment-là, vous avez l'exemple donc, du caoutchouc naturel qui est extrait donc, d'un arbre. Et alors, ces caoutchoucs, vous pouvez les modifier chimiquement maintenant pour obtenir des matériaux en fait, où on attache toutes les chaînes les unes aux autres. En chimie, on dit qu'on réticule. Et donc, en les attachant les unes aux autres, par exemple, à partir de
ces caoutchoucs naturels, on peut obtenir des pneus de voiture. Et donc, dans ces polymères, vous avez toute une série de polymères qui sont des polymères dits de synthèse. Donc, ce sont des polymères que les chimistes préparent en laboratoire. Vous en avez d'autres qui sont directement présents dans la nature. Et donc, ce sont des polymères dits naturels. Alors, il faut faire attention à une chose. Un polymère naturel et un polymère bio, ce n'est pas la même chose. Naturel ne veut pas dire bio. J'en parlerai dans la suite de l'exposé. Par contre, quand on utilise un polymère naturel, dès qu'on va le modifier pour essayer d'améliorer ses propriétés pour une application donnée, automatiquement, il n'est plus naturel et ça devient automatiquement un polymère de synthèse aussi. Et donc, c'est quelque chose qui est souvent nécessaire parce que la plupart du temps, les polymères naturels n'ont pas les propriétés adaptées et donc on est bien entendu obligé de les modifier et ça, c'est un petit peu le rôle du chimiste. Alors, si on veut discuter de l'impact sur l'environnement maintenant, une erreur qui est souvent faite, c'est de pouvoir s'attaquer à un aspect des choses, soit la production du polymère, soit la fin de vie du polymère. En fait, si vous voulez regarder l'impact sur l'environnement d'un polymère, vous devez suivre tout son parcours de vie, du début donc de sa naissance jusqu'à sa mort, donc du berceau jusqu'à la tombe. Et alors, au stade du berceau, pour produire un polymère, vous devez d'abord extraire les matières premières. Ces matières premières, ça peut être du pétrole par exemple. Vous devez ensuite préparer les molécules chimiques, les mettre en œuvre pour obtenir un objet, pour une application donnée, pour par exemple l'emballage. Donc, lors de toutes ces étapes, les matières, vous devez les transporter. Ça coûte de l'énergie aussi, donc vous devez en tenir compte. Ensuite, vous avez l'application proprement dite. Alors après l'application, évidemment, quand vous n'avez plus besoin du matériau, qu'en faites-vous ? Soit vous le recyclez, et donc à ce moment-là, vous pouvez lui donner une deuxième vie. Maintenant, à force de recycler le matériau, malheureusement, les propriétés ont parfois tendance à diminuer, et donc là, vous avez une fin, et donc quand ça n'est plus possible, vous avez une fin de vie à ce moment-là, et donc vous arrivez au stade de la tombe. Et donc, si vous voulez connaître l'impact de l'environnement sur un polymère, vous devez regarder l'impact de chaque étape, faire le bilan total, et donc c'est cela qui vous donnera une vue d'ensemble. Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Alors en pratique, vous avez des normes et des méthodes qui existent. C'est ce qu'on appelle l'ACV en français, l'analyse du cycle de vie, qui se traduit en anglais par Life Cycle Assessment. Et donc ça, ce sont des spécialistes qui font ça, c'est très compliqué, puisqu'évidemment, pour chaque étape, il faut regarder l'impact, évidemment, sur l'environnement, en termes de CO2 produit pour les gaz à effet de serre, par exemple, donc d'énergie consommée, en termes de matériaux qui sont libérés, quelle est leur toxicité, etc. Et donc, quand on a fait le bilan total, on peut estimer, quand on examine l'ensemble de la filière, quel est l'impact de l'environnement d'un produit ou d'un autre. Et donc l'idée, évidemment, c'est que si vous avez un système qui est suffisamment adéquat, vous allez pouvoir comparer l'impact de deux produits et donc connaître celui qui a l'impact, évidemment, minimum par rapport à un autre. Donc ça, c'est l'idée. Alors maintenant, dans ma présentation, je vais commencer par la naissance du plastique. Je vais suivre en fait le cycle de vie du plastique. Et donc, au niveau de la production, la première chose à dire, c'est que si on regarde la quantité de plastique produit dans le monde, eh bien, on produit à l'heure actuelle autour de 350 millions de tonnes. Alors ce sont des chiffres à ce point énormes qu'à la limite ça ne parle pas du tout tellement c'est important. Alors ce n'est pas surprenant que ce soit énorme vu qu'ils sont présents partout dans notre vie quotidienne. On en utilise tous les jours, tout le temps. Alors ce qui est important de remarquer dans cette courbe, c'est évidemment la quantité qui est énorme et donc forcément l'impact sur l'environnement est lié à la quantité, c'est une première chose qui est importante. La seconde chose, c'est de voir l'évolution de la courbe qui monte en continu de manière exponentielle. Et donc, la production a commencé après la Seconde Guerre mondiale, vers les années 1950, et depuis lors, ça n'arrête pas de monter. Et donc, évidemment, ça pose évidemment une question évidemment, sur l'impact au niveau mondial, parce qu'évidemment, si on continue à augmenter comme ça, il n'y a rien à faire. À un moment donné, l'impact sera trop important et ça ne peut pas continuer de cette manière-là. Alors, il y a simplement une petite brisure dans la courbe. C'est tout simplement lié à la crise de 2008. Donc, on voit qu'il y a quand même eu un impact de la crise donc de 2008, mais un impact bien limité qui, en fin de compte, ne permet pas de changer complètement la tendance.
Alors quand on regarde cette production, la répartition dans le monde, on s'aperçoit que, sans surprise, les grands producteurs, ce sont les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Donc on représente 20%, et on voit qu'évidemment des continents, malheureusement, comme l'Afrique et l'Amérique du Sud, produisent nettement moins. Donc la répartition n'est pas du tout homogène dans le monde. Alors ça pose évidemment question aussi, parce que le jour où les pays, pour le moment, veulent se développer et arriver au même niveau de développement que le nôtre et produire du plastique comme nous, forcément, il y a un impact sur l'environnement aussi. Donc s'il y a un problème, des possibilités de développement, ça pose question au niveau des politiques futures. Alors maintenant, comment est produit le pétrole ? Comment sont produits les plastiques ? Majoritairement, ils sont produits depuis quasiment les années 50 à partir du pétrole. C'est la méthode classique. Et donc maintenant, quand on regarde à quoi sert le pétrole, on s'aperçoit en fin de compte que la plupart du pétrole sert à produire de l'énergie, sous quelque forme que ce soit pour le transport, pour produire de l'énergie électrique ou que sais-je. Et en fait, sur la quantité de pétrole qui est utilisée, seulement 8% sert à former donc, des matières chimiques. Et dans ces 8%, la quantité qui est réservée pour les plastiques est autour de 4-6%. Alors ces chiffres évoluent peu parce qu'il y a 20 ans, on était déjà un petit peu dans cette gamme de grandeur-là. Donc les tendances sont assez stables dans le temps. Et donc ça veut dire que quelque part, forcément, le problème, c'est quand on va chercher du pétrole, c'est du CO2 qui est enfoui sur Terre. Quand on utilise le pétrole, quand on le brûle, quand on en fait des matières, cette matière finit par se transformer en CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. On accumule le CO2 dans l'atmosphère et donc ça pose des problèmes en termes climatiques, comme vous le savez, j'imagine. Et donc, quelque part, maintenant, il faut savoir que les polymères ne représentent que 6% à ce niveau-là. Et donc, quelque part, l'impact, évidemment, ce n'est pas l'impact majoritaire. Mais il n'est pas nul non plus. Alors, en pratique, donc, pour préparer donc, les polymères, on va utiliser, par exemple, du pétrole ou du gaz. Et ça, ce sont les industries chimiques qui font ce travail. Alors ensuite, les polymères... À leur fin de vie, soit parce qu'on les brûle, soit parce qu'ils se dégradent, ils se transforment en CO2. Et là, ça peut prendre plusieurs années. Ce CO2 est utilisé par la nature pour reformer de la biomasse. Et le problème, c'est que pour préparer du pétrole à partir de la biomasse, là, vous avez un temps qui est extrêmement long et qui est beaucoup trop long. Donc ça veut dire qu'on consomme le pétrole beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle la nature le régénère. Et donc automatiquement, la quantité de pétrole forcément s'épuise, et d'un autre côté, la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente, d'où les problèmes que vous connaissez, qui sont donc liés à l'élévation de la température, aux effets sur le climat. Et alors, vous avez un autre effet qui est peut-être un peu moins connu, c'est que le CO2 avec de l'eau forme de l'acide, H2CO3 pour un chimiste. Et donc l'effet, en termes plus clairs, c'est que vous avez un effet d'acidification des océans. Donc ça, c'est vraiment lié à la thématique d'aujourd'hui. Et donc vous avez évidemment un impact aussi sur la vie marine à ce niveau-là. Alors, quelle solution peut-on apporter à ça ? Ce que les chimistes ont imaginé, c'est de court-circuiter l'étape évidemment qui cause problème, donc l'étape de formation du pétrole. Et on s'est dit, on va partir directement de biomasse pour préparer des polymères. Et donc, des polymères qui sont préparés à partir de biomasse, c'est ce qu'on appelle des polymères biosourcés, donc d'origine bio. Et donc là, vous avez un sens du mot bio. Et donc, des bioplastiques, ce sont des polymères qui sont préparés à partir de biomasse et donc à partir d'une source de carbone qui est renouvelable. Et donc ça, c'est la grande différence. Et donc là, évidemment, forcément, vous avez un cycle aussi. Mais là, l'idée, évidemment, c'est de consommer la biomasse à la même vitesse avec laquelle on la reforme. Et donc, si vous n'avez plus de problème d'accumulation du CO2, parce qu'automatiquement, dès que vous allez libérer du CO2 dans l'atmosphère, la nature va à la même vitesse le réutiliser pour reformer de la biomasse. Et donc là, l'idée, c'est de ne plus accumuler du CO2 dans l'atmosphère, par ce biais-là. Et donc, voilà, faites attention. Donc, polymère biosourcé, ça ne veut pas dire polymère naturel, ça veut dire simplement que l'on a préparé le polymère à partir de quelque chose qui est bio. Par exemple, de l'éthylène est préparé à partir du pétrole. Mais si à partir de bioéthanol
donc qui est produit à partir de la betterave par exemple, vous avez préparé de l'éthylène qui est bio, vous obtiendrez évidemment du biopolyéthylène, c'est exactement le même produit, mais simplement il est préparé par une filière différente. Et donc, en termes d'effets énergétiques, on voit évidemment que l'on a, évidemment, lorsqu'on utilise du pétrole, on a un effet négatif, parce que dès qu'on utilise du pétrole, on va sortir du CO2 qui est enfoui sous terre, et donc il va à terme se retrouver dans l'atmosphère. Bon, du moins à terme, ça peut prendre plusieurs années, mais c'est en tout cas dans une échelle de temps qui est directement liée à l'échelle de notre vie. Et donc maintenant, lorsque l'on prépare des matériaux plastiques, donc on a un premier problème à ce niveau-là. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a la partie énergie, parce qu'à chaque étape, on va utiliser de l'énergie, et donc si on utilise le pétrole pour utiliser cette énergie, évidemment, on alourdit encore le bilan carbone. Alors dans ces étapes, vous avez l'extraction des matières premières, la préparation des polymères proprement dit, donc toute la chimie qui est liée à cela, la mise en forme des matériaux, simplement le moulage pour obtenir un verre par exemple, ou un gobelet en plastique plutôt. Le transport, simplement, quand vous transportez la matière première, ça coûte de l'énergie aussi, et donc il faut tenir compte de tous ces aspects-là pour voir l'impact sur l'environnement en termes énergétiques. Et donc, ensuite, bien entendu, vous devez continuer par le stade de l'application, et ensuite la fin de vie, dont je parlerai plus tard. Alors maintenant, si je parle plutôt en termes, cette fois-ci, non plus de production, mais de consommation de matière plastique, on voit qu'à l'échelle européenne, cette fois, c'est plus à l'échelle mondiale, on utilise autour de 49 millions de tonnes, et en fin de compte, on voit qu'il y a majoritairement donc 70% de cette demande qui est produite par un nombre très limité de pays, que sont sans surprise l'Allemagne, l'Italie, la France. Et on voit qu'on arrive juste après. Bon, je ne sais pas si on doit être très fier à ce niveau-là, parce que forcément, il faut tenir compte de la taille des pays, évidemment, qui peuvent influencer ces chiffres. Alors, ce sont des chiffres relativement récents qui datent de 2016 et qui sont remis à jour chaque année. Vous trouvez sur Internet des rapports annuels par la société Plastic Europe, et donc ces données sont consultables dans des rapports en accès libre sur Internet. Alors maintenant, si on consomme ces polymères, on les consomme pour faire quoi ? En fait, on les consomme dans divers secteurs d'activité. Alors, vous avez le secteur majoritaire qui est l'emballage, mais on les utilise dans le domaine de l'automobile, dans la construction, dans l'électronique par exemple, et dans toute une série d'autres secteurs. Ce qui est frappant malgré tout, c'est le secteur de l'emballage qui fait 40%. C'est absolument énorme. Et donc, ça veut dire qu'une quantité très importante de polymères est utilisée juste pour l'emballage. Alors, quand je dis juste pour l'emballage, pourquoi je dis juste ? C'est parce que souvent, on a peut-être tendance à considérer que ce n'est quand même pas une utilisation très noble, c'est juste le sac en plastique pour aller faire ses courses parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut bien transporter son matériau. En fait, c'est une vue quand même un peu simpliste parce que l'emballage a quand même une propriété nettement plus noble et un rôle relativement important. Donc il n'est pas juste là pour nous faciliter le transport. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est quand on veut stocker, emballer de la nourriture, c'est simplement l'emballage est important parce qu'il va en plus protéger la nourriture. Alors il va par exemple empêcher l'oxygène de pénétrer à l'intérieur de l'emballage, c'est ce qu'on appelle le pouvoir barrière du polymère. Et donc si on choisit correctement le polymère, on empêche par exemple l'oxygène de rentrer dans l'emballage. Et ça c'est très important pour le stockage de la nourriture. Et donc par exemple si vous voulez stocker une salade pendant un jour, une autre nourriture pendant un laps plus long, vous allez devoir adapter l'emballage de manière à ce qu'il permette de conserver, de participer à la conservation de l'aliment pour votre consommation. Et donc, quelque part, derrière cet emballage, il y a quand même toute une technologie qui existe justement pour pouvoir l'adapter en fonction de votre aliment. Et donc, l'emballage n'est pas juste là, juste pour transporter uniquement, mais il a d'autres fonctions. Donc, c'est la fonction de protection dont je vous ai parlé, mais par exemple, il est important de pouvoir imprimer, par exemple, sur l'emballage, la marque du déposant et toutes les indications dont vous avez besoin qui concernent l'utilisateur, par exemple. Et donc, l'emballage, c'est quelque chose d'important. Et donc, un autre aspect qui est important, qui est lié à l'emballage, c'est qu'on pourrait se dire, on va remplacer les matériaux plastiques par du verre, par exemple.
L'inconvénient par le verre, c'est qu'il est beaucoup plus lourd. Et donc, si vous transportez du verre ou du matériau plastique, vous allez consommer beaucoup plus d'énergie simplement en transportant du verre. Et donc, le fait d'utiliser des matériaux plastiques, ça vous permet, de ce point de vue-là, d'économiser l'énergie. Et donc, là, c'est utile, évidemment, au niveau environnemental à ce niveau-là. Alors ici, j'ai repris simplement un graphique où je vous remets un peu les polymères courants et je vous ai montré quelques exemples d'objets de la vie courante qui correspondent à ces polymères. Alors certains, vous les connaissez peut-être, d'autres pas. PET, ça c'est connu parce que c'est le matériau qui sert à confectionner les bouteilles en plastique. Par exemple, le PVC, ça c'est connu évidemment pour les châssis. Voilà. Alors vous avez aussi toute une série d'autres polymères qui sont plus particuliers, ça c'est la catégorie haute, et si j'ai monté un œil, c'est que par exemple les polymères sont utilisés pour des applications biomédicales, et donc ils sont utiles pour par exemple pour confectionner des implants, et donc par exemple ils sont utiles pour traiter les malades et pour soigner certaines maladies, et donc il y a tout un domaine des polymères qui est réservé uniquement à leur utilisation dans le domaine de la santé. Et donc ils ont vraiment une importance capitale pour notre santé, par exemple. Ce sont juste quelques exemples. Alors ici, c'est un peu le même diagramme qui reprend, en fin de compte, pour chaque polymère, leur domaine d'utilisation. Alors si on lit le diagramme en horizontal, on voit que, par exemple, pour l'emballage, packaging, donc c'est la première ligne, la taille de la tâche correspond à la quantité qui est utilisée. Et par exemple, on voit que dans le packaging, on utilise beaucoup de polyéthylène terephthalate, qui est donc au milieu, vous voyez une grosse tache. Si vous lisez le diagramme en vertical, cette fois, par exemple, si je reprends le polyéthylène terephthalate, vous voyez qu'il est utilisé uniquement dans l'emballage et pas dans les autres domaines. Donc vous avez vraiment deux lectures du diagramme et donc un nombre d'informations très importantes reprises dans un seul diagramme. Alors, comme je l'ai déjà dit, un des avantages des polymères, c'est qu'ils sont légers. Et donc, comme ils sont légers, ils présentent c'est vraiment un atout par rapport à d'autres matériaux tels que l'acier. Et donc, il est souvent intéressant de remplacer l'acier par les polymères. S'ils ont les mêmes propriétés mécaniques, mais ils seront moins lourds. Et donc là, c'est intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Par exemple, c'est dans le transport. Parce que si vous remplacez des pièces métalliques par des pièces polymères dans une voiture, j'aurais pu prendre l'avion comme exemple, votre voiture sera plus légère, donc vous allez consommer moins. Et donc les polymères participent à un grand avantage, c'est qu'ils permettent de diminuer votre consommation, et donc vous allez payer moins quand vous irez à la pompe tous les jours. À chaque fois, vous ferez le plein. Bon, alors évidemment, on a fait énormément de progrès en 20 ans qui sont peut-être un peu amortis par le fait que nous sommes de plus en plus exigeants. Il y a 20 ans, on n'avait pas l'air conditionné, maintenant on a l'air conditionné et donc on est plus exigeant. Mais ça, c'est un autre problème. Mais globalement, il y a d'énormes progrès qui ont été faits et donc on peut réduire la consommation, que ce soit pour les voitures, mais aussi par exemple pour les avions. Et donc ça, c'est vraiment un impact très positif des polymères sur le plan environnement puisqu'il faut vraiment diminuer la quantité d'énergie consommée. Alors, il y a d'autres exemples. J'ai pris l'exemple des éoliennes. Alors, pour les éoliennes, en fin de compte, pour produire de l'électricité, il faut faire tourner les lames. Et donc, ces lames, pour produire de manière efficace de l'électricité, elles doivent être légères, elles doivent être résistantes et elles doivent être de taille suffisamment grande. Et donc, à ce niveau-là, justement, les polymères sont vraiment parfaits pour ce type d'application parce qu'ils possèdent justement ces propriétés-là. Et donc, par exemple, les polymères sont très utiles dans le cadre d'éoliennes, donc pour produire de l'énergie verte. Le dernier exemple que j'ai pris, c'est les exemples des cellules solaires. Vous connaissez tous les panneaux photovoltaïques que vous placez sur les toits, qui sont à base de silicium. On peut utiliser les polymères pour faire exactement la même chose, pour produire de l'électricité à partir de la lumière. Alors, quel est l'avantage des polymères ? C'est que cette fois-ci, on obtient des matériaux qui sont, par exemple, flexibles. Alors, on pourrait imaginer placer des polymères dans d'autres endroits qui ne sont pas accessibles par les panneaux en silicium, simplement parce qu'ils ont des propriétés plus diversifiées et donc on peut leur ouvrir de nouvelles niches d'application à ce niveau-là. Alors, il y a énormément de travaux qui sont faits à ce niveau-là. Pour le moment, on essaye simplement d'améliorer leur efficacité et il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits. En termes d'efficacité, je veux dire, c'est la quantité d'électricité qu'on est capable de produire pour une surface donnée au niveau du panneau. Alors, il faut évidemment avoir des panneaux qui ont une durabilité, donc qui fonctionnent à un laps de temps
qui soit raisonnable. Et donc là, il y a énormément de progrès qui sont faits. Et donc, au fur et à mesure que ces progrès-là avanceront, ben évidemment, on pourra avoir ce type de matériaux arriver dans notre vie quotidienne de plus en plus. Alors, une autre remarque, c'est quand on parle de polymères, de matériaux plastiques, je vous ai parlé de polymères. En fin de compte, j'ai peut-être un petit peu simplifié les choses, parce que dans cette matière plastique, vous avez autre chose que le polymère. Vous êtes souvent amené à additionner des produits, on les appelle des additifs, de manière à améliorer ou à modifier les propriétés du polymère. Vous avez aussi des impuretés. Alors les impuretés, c'est quoi ? Ça peut simplement être le produit de départ qu'on a utilisé, qui ne s'est pas enchaîné, donc c'est ce qu'on appelle le monomère, et qui reste là et qui contamine. Et donc le problème, on pourrait le retirer, mais ça coûte trop cher, donc les industriels les laissent avec. Et donc vous avez toujours le risque que ce type de produit, évidemment, soit libéré dans l'environnement. En plus des monomères, vous avez d'autres produits comme les catalyseurs, donc tous les produits chimiques nécessaires pour leur confection. Donc ils peuvent être présents, et donc là, ils ont évidemment un impact possible sur l'environnement. Alors, vous pouvez imaginer aussi que le polymère se dégrade, et s'il se dégrade, par ce biais-là, ça fait aussi une nouvelle gamme de produits qui peuvent se libérer dans l'environnement, et donc qui peuvent avoir un impact. Alors, je vous ai parlé d'additifs tout à l'heure. Les additifs sont souvent nécessaires parce que beaucoup de polymères n'ont pas de bonnes propriétés. C'est l'exemple du PVC, par exemple. Le PVC a de très mauvaises propriétés, et si vous pouvez simplement l'utiliser pour des châssis ou pour d'autres applications, c'est parce qu'on a rajouté des produits dedans pour améliorer ses propriétés. Alors, un exemple classique, c'est ce qu'on appelle les plastifiants, parce que quand on ajoute un plastifiant PVC, on peut le rendre mou. Alors, dans ces additifs, dans le cas des PVC, comme plastifiants, ce que vous connaissez probablement, c'est les phtalates, et si j'en parle, c'est parce qu'on en parle énormément dans l'actualité. Alors, un autre exemple que j'ai donné, c'est le bisphénol A, parce que le bisphénol A est souvent utilisé comme monomère, donc comme brique de construction pour préparer les polymères. Et donc, vous avez toujours une possibilité, évidemment, à un moment donné, que du bisphénol A soit libéré dans la nature. Et là, j'imagine que vous avez entendu parler de toute la problématique liée à la toxicité du bisphénol A. Alors maintenant, je vais plutôt arriver à la fin de vie du polymère. Et donc, quand on a évidemment terminé d'utiliser le polymère, ça devient un déchet. Que faire avec ce déchet ? La solution originale, c'était évidemment d'aller l'entreposer quelque part dans un champ. Ça n'est évidemment pas très écologique et pas très intéressant. Bon, vous avez toujours la possibilité que certains, évidemment, de jeter leurs matériaux dans la nature. Et évidemment, ils vont polluer non seulement les forêts, les rivières, mais aussi les océans, ce dont on parlera dans la deuxième partie. Donc, c'est évidemment quelque chose, on verra que c'est vraiment quelque chose de très négatif. Et donc maintenant, ces déchets, plutôt pour éviter d'avoir recours à ces procédés-là, il faut essayer de les exploiter. Alors, une manière de les exploiter, c'est soit de les brûler pour produire de l'énergie. Ça, c'est une possibilité. Seconde possibilité, c'est de recycler le matériau. Donc cette fois-ci, on ne change pas la structure du polymère, on garde la même structure chimique, mais on va simplement l'utiliser pour faire un autre objet. C'est ce qu'on appelle le recyclage mécanique. La dernière possibilité, c'est de se servir directement du polymère comme source de carbone et simplement par des procédés chimiques, s'en servir comme source pour préparer une série d'autres produits et refaire de la chimie et faire de nouveaux produits avec. Alors, quand on regarde en termes de pouvoir calorifique, donc quand on brûle les polymères, tout simplement ils ont un pouvoir calorifique, on voit qu'ils ne sont pas très éloignés du charbon, du bois ou d'autres produits qu'on utilise, qu'on brûle donc pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est une possibilité. Je ne vais pas rentrer dans la discussion maintenant de savoir, quand on brûle, évidemment, vous pouvez avoir d'autres produits, évidemment, qui sont formés. Il faut évidemment faire ça dans de bonnes conditions pour éviter de contaminer l'environnement avec des sous-produits. Évidemment, ça, c'est un aspect, évidemment, important aussi. Alors, en termes de recyclage mécanique, j'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple des bouteilles en plastique. Alors, dans le cadre des bouteilles en plastique, simplement, vous avez la bouteille et le bouchon. Alors, la première difficulté, c'est qu'il faut séparer la bouteille du bouchon, parce que ce sont deux matériaux différents. Et donc, il y en a un qui est fait en polyéthylène et l'autre en polyéthylène terephthalate, le fameux PET. Et donc, une fois qu'on les a séparés, par exemple, à partir du PET, on peut réutiliser cette matière, ces molécules, ce polymère, pour en faire, par exemple, des pulls.
Et donc, à partir de 27 bouteilles en PET, vous pouvez confectionner un pull. Alors, ça a évidemment une limite, c'est qu'au fur et à mesure que vous réutilisez la matière, elle perd en général de ses propriétés, et donc le nombre de recyclages est un peu limité. Le truc, c'est évidemment de changer l'application finale et d'essayer d'utiliser une application finale qui soit moins exigeante en termes de propriétés. Ça vous permet d'augmenter le nombre de cycles d'utilisation et de réutilisation, mais évidemment, vous avez une fin à un moment donné, donc ça n'est pas éternel, malheureusement. Alors la grosse difficulté à ce niveau-là, c'est de séparer les plastiques. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce qu'évidemment, ça commence par les poubelles bleues, où on vous dit quel plastique vous devez placer. Et alors, évidemment, après, quand les sacs plastiques arrivent au niveau de l'industrie, ils doivent trouver des procédés de manière à les séparer. Et ça n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air, parce qu'évidemment, chaque plastique étant différent, chacun, évidemment, a son parcours différent. Alors la dernière possibilité que j'ai voulu illustrer, simplement, j'ai pris l'exemple du plexiglas. Alors le plexiglas, c'est un polymère qu'on appelle le PMMA, donc c'est en fait un métacrylique, c'est quelque chose que vous connaissez via les peintures. Et donc dans le cas du plexiglas, une méthode simple, c'est qu'en le chauffant, on peut le dépolymériser. Donc ça veut dire que quand vous prenez la chaîne, vous allez couper la chaîne et récupérer tous les maillons quelque part. Et donc les maillons, c'est le monomère, c'est le métacrylate. Et donc quand vous avez récupéré le maillon, évidemment, vous pouvez refaire inversement une réaction de polymérisation et refaire du tout nouveau polymère qui a exactement les mêmes propriétés qu'un autre. Et là, évidemment, vous réexploitez votre matériau. Alors, ici, j'ai pris cet exemple-là. Vous allez me dire que c'est un très mauvais exemple et vous avez raison, dans la mesure où il faut chauffer à 400 à 500 degrés. Ça, c'est évidemment très mauvais sur le plan de l'environnement. Alors maintenant, ça veut dire qu'à ce moment-là, il existe des travaux pour essayer maintenant de trouver des polymères que l'on peut dépolymériser par des méthodes beaucoup plus douces. Par exemple, j'ai déjà vu certaines industries qui travaillaient avec des procédés biochimiques à ce niveau-là pour essayer que ce soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est une voie possible. Alors quand on regarde ces trois voies, actuellement, à l'échelle de l'Europe, on s'aperçoit qu'en fait, on est un peu à un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers en décharge, un tiers en énergie et un tiers en revalorisation nettement plus noble. Alors si on a un tiers, un tiers, un tiers, malgré tout, on voit quand même que cette fois-ci, quand on regarde l'échelle du temps, on voit quand même qu'il y a quand même la mise en décharge qui diminue très fortement. Donc il y a quand même un impact des politiques réelles, et là on le voit. Et donc, on voit que c'est malgré tout l'utilisation pour l'énergie qui reste majoritaire au-dessus de la valorisation du recyclage. Voilà, mais on voit que les choses évoluent, elles évoluent chaque année, et donc c'est pour ça qu'il faut aller revoir de rapport en rapport pour voir chaque année, en fonction des nouvelles technologies, comment les choses évoluent. Alors ça, c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ai repris la répartition à l'échelle européenne. Ce qui est utile, malgré tout, c'est de constater que si les choses évoluent dans le bon sens, ça n'est pas très homogène d'un pays à l'autre. Et on voit évidemment que, évidemment, sans surprise, les pays du Nord, Suède, Danemark, Allemagne, sont quand même, mettent beaucoup moins de produits en décharge, et on voit que la Belgique est dans le bon peloton de ce niveau-là. Et on va par contre, plus vers le sud de l'Europe, on voit qu'à ce moment-là, ou vers l'Est, c'est quand même, ça reste plus problématique. Maintenant, de nouveau, les choses évoluent et ça montre une chose, c'est qu'évidemment, d'un pays à l'autre, vous avez des politiques différentes et donc, quelque part, ça a un impact réel sur les chiffres et on le voit à ce niveau-là. Alors, la question qui se pose maintenant, les polymères, on ne doit pas les déverser dans la nature, mais quand ils y arrivent malgré tout, qu'est-ce qu'il arrive? Alors, l'idée, évidemment, que certains chimistes ont eu, c'est d'utiliser des polymères qui soient dégradables pour éviter, évidemment, qu'ils ne contaminent pour des temps trop longs la nature. Alors, un polymère biodégradable, c'est quoi? Alors, pour qu'un polymère soit biodégradable, la première chose, c'est qu'il ne se dégrade pas avant son usage. Quand vous avez un sac en plastique au supermarché, s'il se dégrade trop vite et qu'il casse quand vous allez faire vos courses, ce ne sera pas très utile. Donc, il doit conserver ses performances pendant l'utilisation. C'est par la suite qu'il doit se dégrader. Et alors, ça veut dire quoi? Il doit se dégrader. Ça veut dire que les chaînes, donc la matière chimique, les chaînes, vous allez les recouper en petits morceaux. Ça, c'est la première étape. Et donc, vous allez couper ces petits morceaux par des réactions qui sont des réactions soit chimiques ou même biologiques dans le cadre d'un polymère qui est biodégradable. Bio, ça veut dire quelque part des réactions biochimiques. Alors maintenant, ça ne suffit pas, parce que si vous recoupez la chaîne en petits morceaux, les petits morceaux, ils restent là. Et donc, pour bien faire, vous devez en plus recouper ces petits morceaux
pour terminer finalement dans des produits très simples que sont le dioxyde de carbone, l'eau ou alors de la biomasse. Et donc il y a toute une série d'étapes intermédiaires, et pour que le produit biodégradable, vous devez vraiment aller jusqu'à la fin du procédé et terminer avec des produits extrêmement simples. Alors non seulement vous devez former ces produits-là, mais pas à n'importe quelle vitesse, parce que si ça vous prend 50 ans, ça ne va pas. Il faut évidemment que ça se passe à une vitesse raisonnable et à la même vitesse que les matériaux connus dans la nature pour se dégrader, tels que par exemple les feuilles, par exemple. Et donc, ce qu'il faut donc bien réaliser, c'est que quand il y a biodégradation, celle-ci n'est pas instantanée, ça prend du temps, et donc dans le laps de temps où le matériau se dégrade, évidemment, vous avez des matériaux qui sont dans la nature. Si j'en parle, parce qu'évidemment, la nature, c'est aussi les océans dont on va parler dans la suite. Et donc la question qui est posée, c'est de savoir à quelle vitesse ils se dégradent. Mais à chaque stade intermédiaire, évidemment, quelle est la nature de ces produits? Quels sont-ils? Et alors, il ne faut pas oublier qu'on peut évidemment avoir des produits de dégradation, mais le fait de dégrader le matériau, ça peut aussi aider à relibérer tous les fameux additifs. Ça suit évidemment, ça aide, malheureusement. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment dans quelle quantité ils sont présents, et donc quelle est leur toxicité, donc quel est leur impact sur l'environnement. Donc ça, ce sont vraiment des questions cruciales. Alors si je pose les questions, je ne vais pas donner de réponse ici. Simplement, pour chaque matériau plastique, la réponse est différente. Chaque matériau a ses spécificités, et donc c'est une étude différente à faire pour chaque matériau pour essayer d'estimer l'impact. Et donc c'est assez d'ailleurs compliqué, parce que forcément, c'est vraiment un nombre de paramètres très important à évaluer. Et donc la dégradation du matériau va dépendre de la nature du produit chimique, mais de sa forme aussi. Si vous avez une feuille mince ou si vous avez un bloc beaucoup plus gros, la vitesse avec laquelle il va se dégrader sera différente aussi. Donc tout ça, ça joue. Donc tout joue. Ce qui joue évidemment, ça paraît évident, mais c'est l'environnement, parce que si vous avez un matériau qui se dégrade par l'action de l'eau, si vous allez le plonger dans l'eau, ça ira beaucoup plus vite que si vous le placez dans un désert. En général, si vous le plantez évidemment dans un désert où il fait très chaud, ça va aider aussi. Donc vous avez des notions de température, de quantité d'eau qui peuvent jouer, et ainsi de suite. Alors, maintenant, pour qu'un matériau se dégrade, alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a l'impression de dire naïvement, si je vais jeter quelque chose dans la nature, je reviens 10 jours après, le matériau, je ne le vois plus, donc il s'est dégradé. Rien n'est plus faux, évidemment. Pourquoi ? Parce que dans une première étape, ce qu'il est totalement possible, c'est que simplement par des effets mécaniques ou thermiques, le matériau se découpe en petits morceaux sans que vous ne touchiez à la matière chimique. C'est simplement le morceau qui devient de plus en plus petit, et quand ils deviennent trop petits, vous ne les voyez plus. Mais la matière chimique est toujours présente là. Et là, c'est ce qu'on appelle une désintégration. Et donc, ce n'est pas parce que le matériau se désintègre, ce n'est pas parce que vous ne le voyez plus, que la matière chimique elle est toujours présente. Et donc ça cause problème, évidemment, parce que la matière est toujours là pour contaminer l'environnement, bien entendu. Et donc la désintégration, c'est une possibilité. Maintenant, cette désintégration peut être aussi accompagnée d'une coupure des chaînes en petits morceaux. C'est ce qu'on appelle la fragmentation. Et donc, quand on a des petits morceaux, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la surface en contact avec l'environnement est beaucoup plus importante, simplement parce que vous avez découpé votre bloc en tout petits morceaux. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes à ce stade-là, pour qu'il y ait vraiment une biodégradation, vous avez besoin d'une deuxième étape, qui est la transformation en CO2, en méthane ou en eau. Alors là, de nouveau, il y a des noms. Quand on va transformer les matériaux en biomasse, on va parler plutôt de bioassimilation. Et quand on va transformer le matériau en matière minérale, on va plutôt parler de minéralisation. Bon, ça, c'est du vocabulaire. Et donc, quelque part, ça veut dire que la dégradation est extrêmement complexe. Et donc, suivant le matériau, ils vont se dégrader à différentes vitesses et vous pouvez vous arrêter à un stade intermédiaire. Et donc, l'impact, évidemment, sur l'environnement n'est pas le même. Alors, pour savoir si un matériau est biodégradable ou pas en pratique, quand on vous le vend dans les magasins, en pratique, les commerçants, ou les producteurs plutôt, doivent répondre à des normes qui sont imposées par la loi. Alors en pratique, ces normes, vous avez des codes un peu imbuvables qui sont assez longs, mais alors c'est le EN 13432,
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en pratique, vous allez regarder quelle est la composition chimique de ces matériaux, et il y a des normes en termes de quantité de matériaux volatiles, de métaux lourds qu'ils peuvent contenir, etc. Donc tout ça est codifié et est très précis. Vous allez regarder si le matériau perd au moins 90% de sa matière, qui est transformée en CO2, en eau, en minéraux ou en produits biologiques, en 6 mois. Donc la date est précisée. Donc ce n'est pas 1 an, c'est 6 mois. Et si vous ne satisfaisez pas la règle, évidemment, votre matériau ne peut pas être labellisé comme biodégradable. La désintégration, ça c'est un peu l'équivalent de ce que je vous disais là tantôt. On va faire simplement passer le matériau dans un tamis. Et si à ce moment-là, il se transforme en tout petits morceaux, les morceaux vont passer à travers le tamis. Et donc on peut estimer à ce moment-là si le matériau s'est désintégré. Et finalement, on peut regarder en termes de toxicité si vous allez contaminer un compost. Et donc vous avez toute une série de critères à remplir pour satisfaire à la loi. Et quand ces lois sont remplies, vous allez pouvoir revendiquer un label. Alors par exemple, voici un label attribué par Vinsot qui va dire que votre produit est biodégradable dans le sol. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on précise toujours dans quel environnement, parce que la dégradation ne sera pas la même en fonction du fait que ce soit dans le sol. Vous l'avez ici dans l'eau. Alors, dans l'eau, ce n'est pas encore dans les océans, parce que l'eau marine, ce n'est pas la même composition, c'est de l'eau salée. Et donc, ça change aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous avez ce label-là que votre produit va se dégrader dans l'océan nécessairement. Donc, à chaque fois, c'est une vérification et un label différent. Alors, ce qui vous concerne dans la vie quotidienne, c'est le caractère compostable. Certains sont compostables. Mais alors là, c'est très confus parce qu'on s'imagine, parce que c'est compostable, je peux le mettre dans mon jardin, très bien, ça va se dégrader dans le jardin. Eh bien, pas du tout. Parce que ce qu'on oublie de vous dire, ce qui n'est peut-être pas très clair à ce niveau-là, c'est qu'ici, ils sont compostables dans un compost industriel. Et les composts industriels sont plus chauds en général, et donc ça se dégrade plus vite. Et donc, des produits qui sont compostables dans un compost industriel ne le sont pas nécessairement dans votre jardin. Pour que vous puissiez l'utiliser dans votre jardin, il faut en plus qu'il ait la mention Home. Alors, ce sont des nuances qui sont très fines, mais alors, quand on ne connaît pas ces nuances, évidemment, quand on voit juste compostable, on ne comprend pas, on s'imagine qu'on peut jeter allègrement, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention, et donc ça veut dire que globalement, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut rien rejeter dans l'environnement, tout placer dans des sacs adaptés, et uniquement, évidemment, si vous avez des consignes telles qu'on vous dit, l'utilisateur vous dit, ça, ce produit-là, vous pouvez le jeter, vous pouvez le composter dans le jardin, vous pouvez le jeter de telle manière, là, vous suivez les consignes, évidemment, c'est que ça a été prévu pour vous. Mais surtout, n'improvisez pas. Si vous ne savez pas, si on vous dit c'est biodégradable, vous ne savez pas en combien de temps, donc allez le jeter à la poubelle et ne le jetez pas, évidemment, dans la nature, car vous ne savez pas en combien de temps ça va se dégrader. Et donc, pour terminer, là, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on parle de polymères bio, on parle souvent de l'origine biosourcée. Mais le mot bio, ça peut vouloir dire biodégradable. Et ce n'est pas la même chose. Biosourcé, c'est l'origine du carbone. Biodégradable, c'est qu'est-ce qu'il advient du polymère après son utilisation. Est-ce qu'il se dégrade donc, par des réactions biochimiques? Et donc, c'est une propriété. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, vous avez par exemple des polymères qui sont biodégradables, mais qui ne sont pas biosourcés. Ça existe. C'est un exemple. J'ai pris l'exemple de la polycaprolactone simplement parce que c'était produit par Solvay tout un temps, qui est une entreprise belge. Voilà, et donc c'est là où il y a beaucoup de confusion, on entend bio. Donc bio, ça peut vouloir dire biodégradable, est-ce que ça va se dégrader ou pas? Ça peut vouloir dire quelle est l'origine du carbone qui est utilisé. Ça peut même vouloir encore dire autre chose, parce que vous avez des matériaux qui sont dits biocompatibles, ce sont ceux que vous pouvez utiliser pour une application biomédicale à ce moment-là. Et donc, il y a vraiment 36 000 sens pour bio. Donc, en général, maintenant, quand on vous parle de bioplastique, ça veut dire biosourcé. Normalement, c'est ça. C'est quand même la norme qui se répand de plus en plus. Mais il faut toujours bien vérifier, d'être sûr d'avoir bien compris, parce qu'il y a quand même encore pas mal de confusion chez beaucoup de monde. Et alors, la question de savoir si vous achetez un bioplastique, est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas? Je vais vous dire, je n'en sais strictement rien. Parce que, comme je vous l'ai dit, biosourcé, vous regardez l'étape de départ, biodégradable, l'étape d'arrivée. Pour savoir si c'est bon pour l'environnement ou pas, vous ne devez pas regarder l'étape du début ou l'étape de fin, mais toutes les étapes et faire le bilan. Et vous pouvez très bien avoir un polymère qui soit biosourcé, qui soit très mauvais pour l'environnement. Et donc, en tant que consommateur, il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que vous avez des spécialistes qui vont établir ce fameux ACV
cette analyse de cycle de vie, pouvoir vraiment estimer l'impact de l'environnement sur chaque produit. Et donc là, évidemment, en tant que consommateur, on n'est qu'un maillon dans la chaîne, et donc forcément, on n'a pas le moyen de savoir exactement quel est l'impact sur l'environnement ou pas. Maintenant, je n'ai pas dit que ce qui était bio était mauvais pour l'environnement. Ça peut être très bon, évidemment. Mais donc, ce sont des choses différentes et des notions différentes qui doivent être évaluées. Ce qui est sûr, c'est que quand vous utilisez quelque chose de biosourcé, vous espérez aller retirer un peu moins de pétrole de la nature et avoir un impact favorable. Maintenant, évidemment, si vous avez un procédé très énergivore pour préparer votre polymère, le bénéfice est évidemment directement anéanti par l'inconvénient, et à ce moment-là, vous avez un polymère qui est très mauvais pour l'environnement. C'est comme ça qu'on préparait par exemple du polyéthylène au Brésil à partir de la canne à sucre. C'était donc de la canne à sucre qui était transformée en bioéthanol, puis en éthylène et puis en polymère. Mais quelque part, quand on regardait la filière, ce n'était pas si favorable que ça pour l'environnement. Sans discuter du fait qu'évidemment, si vous allez utiliser la canne à sucre ou les betteraves, vous utilisez une denrée alimentaire, ce qui pose un autre problème en termes évidemment alimentaires pour la population. Voilà. Donc j'en ai terminé là. Donc voilà, je vous ai donc le message principal, surtout, c'est ne jetez pas vos polymères, même s'ils sont biodégradables, ça peut avoir un impact sur l'environnement. Faites confiance aux spécialistes. Et si vous n'êtes pas convaincu, on va passer à la deuxième partie de l'exposé qui vous donnera des arguments supplémentaires quand on voit ce qui peut arriver donc, aux polymères dans l'environnement.